Durite, vilebrequin, joint de culasse, piston. Vous pensiez ce vocabulaire réservé aux hommes? C'est une erreur. La passion pour la mécanique n'a pas de sexe. Et pourtant, avec seulement 1% de mécaniciennes en France, elles sont très peu à en avoir fait leur métier. Nous avons justement trouvé et suivi ces perles rares. Sandra, la mécanicienne spécialiste des 4x4 de rallye. Ça y est, il est là. Il est là. Morgane, la spécialiste du covering. Plaque d'abord là-haut. Mathilde, l'ange de la route. Là, on est en train de démonter les roues pour accéder à l'embrayage. Laïa, la mécanicienne poids lourd. C'est bien d'avoir des petites mains. Comme ça tombe dans le trou, hop, ça passe. Karen, la passionnée de moto. Il y a du dépôt partout. Il y a plusieurs choses qui n'ont pas été faites sur cette moto, c'est sûr. Aurore, la surdouée de la carrosserie. On mélange. Aurélie, l'experte en pneumatique XXL. Même si le client il est pressé, il faut quand même mettre un petit coup de nettoyage. Ou encore Alicia, la mécano au grand cœur. Ces spécialistes de la mécanique vous feront partager leurs missions. Des missions qui sont parfois périlleuses. Alors, sortons déjà sans se faire couper en deux. Et là, tu vois, je quitte pas la route des yeux parce que si une voiture fait une mauvaise manipulation, ça peut très vite devenir dangereux. Voilà. Des travaux qui demandent beaucoup de patience. Le problème, c'est que moi, je ne trouve pas la crevaison. Je suis en train de caler un carton parce que j'ai pas envie que le cata tape dans le radiateur. Mais aussi de la force. Sur certaines réparations, il faut un peu sortir les bras, mais souvent, il faut quand même y aller un peu doucement parce qu'on a vite fait, au final, de faire plus de dégâts que de réparer. Ou encore de la dextérité. T'es pas assez basse. Vous allez découvrir le quotidien les mains dans le cambouis et la tête dans le moteur de ces 8 femmes exceptionnelles. J'ai peur pour la culasse. C'est pas bon. Il n'y a rien qui bouge, quoi. Entre mauvaises surprises Changer des bougies, ça prend 10 minutes. Je me retrouve à faire ça depuis 20 minutes. Merci Laïa. Bon, ben voilà, on est dans la vraie merde du métier, là. Je vais devoir tout recommencer. Et petite victoire. Moi, ça me paraît pas mal. Elle nous aime pas. Elles n'ont qu'un mot d'ordre, être les meilleures. C'est vrai qu'on peut avoir des tendances un peu maniaques. Tout en gardant le sourire. Voici les reines de la mécanique. Aujourd'hui, 4 reines de la mécanique vont nous montrer leur quotidien les mains dans le cambouis. Alicia, la mécanicienne voiture qui vient tout juste d'ouvrir son garage. Je vérifie mes plaquettes de frein. Aurore, la surdouée de la carrosserie. Il faut quand même y aller un peu doucement parce qu'on a vite fait, au final, de faire plus de dégâts que de réparer. Mathilde, une dépanneuse de Nice passionnée par son métier. C'est un métier fabuleux. Tous les jours, tu es dans le dépassement. C'est merveilleux. Et enfin Sandra, mécanicienne passionnée de rallye en tout genre, qui cherche le véhicule idéal pour le prochain Dakar. Vas-y. Arrête. Je pense qu'il y a un problème de joint de culasse. Accouche en Saône-et-Loire. Aurore est la gérante de la seule carrosserie de la ville depuis 8 ans. Au planning d'Aurore aujourd'hui, réparer la voiture de Nina, une voisine qui s'est fait emboutir à l'arrière. Salut. Tu m'emmènes ta voiture? J'ai déposé la voiture. Ouais. J'ai laissé la carte grise comme la dernière fois dans le vide-poche. Ouais, donc c'était bien du coup pour le pare-choc et le coffre. Ouais, le radar de recul, il va être regardé en même temps. Ouais, pas de souci, grand-chose. on va regarder ça. Et puis voilà. Et puis bah, je vais te laisser ma voiture de près, Ouais. et puis c'est tout bon. Et puis c'est tout bon. Avec la voiture de prêt, la cliente va pouvoir vaquer normalement à ses occupations. Et Aurore va avoir le temps nécessaire pour réparer la voiture. On fait Et comme bah, ça. je t'appelle quand c'est Et bon. ben on appelle quand c'est bon. Je te tiens au courant. Merci. Bonne fin de journée. Salut. Salut. J'ai complètement confiance en Aurore. J'ai pas de préjugés. Une femme peut aussi bien travailler qu'un homme. C'est un boulot accessible autant aux femmes qu'aux hommes. Elles peuvent même peut-être être plus minutieuses que les hommes. Pour cette réparation, il va y avoir 3 étapes. Démonter et réparer le pare-choc, redresser les impacts du coffre arrière et peindre les pièces réparées. Donc là-dessus, il faut que je démonte le pare-choc arrière. Bah allez, c'est parti. À part que là, ça a quand même touché le coffre aussi. Là, donc, c'est rien de très grave. Je vais redresser le coffre.
On va ranger tout ça. Je m'appelle Aurore Veillard, j'ai 30 ans. Je suis carrossier peintre à mon compte depuis 8 ans. Et mon travail, c'est de réparer les carrosseries des véhicules accidentés. Pour moi, j'ai toujours voulu être dans l'automobile, puisque mes parents étant passionnés de voitures, entre les courses, mes parents allaient sur des courses de dragster, des rallyes, mon oncle avait un garage, s'occupait aussi de voitures de course. Donc j'ai toujours un petit peu baigné dans le secteur de l'automobile, et c'est vrai que j'ai toujours un peu kiffé, donc ça s'est fait naturellement en fait. Donc la carrosserie dont je suis la gérante à présent, depuis 8 ans, j'ai travaillé 1 an et demi ici. Et du coup, mon patron voulant arrêter, il s'est proposé du coup de me vendre le fonds de commerce. Et l'aventure est partie de là. J'ai pas une journée qui se ressemble. La seule chose qui se ressemble tous les jours, c'est l'ouverture et la fermeture. Après, entre-temps, il se passe 1 million de choses. Voilà, la carrosserie, ça reste des accidents. Nos accidents, ça se prévoit pas. Donc il n'y a vraiment pas de journée type. C'est difficile de dire combien de temps on va passer sur un véhicule, parce que ça dépend du choc. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu, donc il n'y a pas une réparation qui est pareille. Dans ce milieu, il faut juste avoir quand même beaucoup de caractère, parce que ça reste quand même un milieu qui est très, on va dire, macho, où une femme n'a pas forcément sa place. C'est pas un métier plus dur pour un homme, pour une femme, la preuve. J'ai pas l'air d'être au bout de ma vie, tout va bien. Je sais pourquoi je travaille, je sais pourquoi je fais des heures. J'ai de compte à rendre à personne. Si j'ai envie, des trucs tout bêtes, mais vu que je fais des rallyes à côté, si un vendredi je dois partir pour un rallye, je peux partir. C'est toutes ces petites choses-là et j'ai vraiment aucun regret d'être à mon compte. Aurore doit donc aujourd'hui réparer un pare-choc arrière abîmé. On va déjà démonter l'arrière. Donc là, on va déjà enlever les petits tampons de calage, les feux arrière, les vis sur le côté, les vis dessous, et après, on n'aura plus qu'à retirer le pare-choc. Et avec les multiples vis qui composent le pare-choc, l'opération nécessite qu'Aurore soit bien équipée. En carrosserie, il faut avoir quand même beaucoup de matériel, parce que souvent, il y a des vis pas accessibles, ou il est loin, donc il faut avoir un petit peu tout type d'outils. Et c'est sûr que quand c'est bien rangé, c'est nickel, on passe pas 10 ans à chercher. Au moins, on gagne du temps. Donc là, du coup, maintenant que j'ai enlevé les vis, on va déboîter le feu arrière et puis le débrancher. Voilà. Celle-là, on prend un petit tournevis et on débranche. On va lever la voiture pour avoir accès aux vis qu'il y a dans les passages de roue. Mais forcément, il y a toujours un petit peu de terre, donc des fois, ça ne va pas toujours très bien. Difficulté supplémentaire, en plus de la terre qui s'est accumulée, les têtes de vis sont bien cachées pour des raisons esthétiques. La carrosserie, souvent, quand on démonte les pare-chocs, c'est un peu au toucher. On sent la vis du bout des doigts, on arrive à savoir l'empreinte que c'est dessus. Et après, on arrive à la sortir. Les vis sont maintenant toutes retirées. Aurore va pouvoir déposer le pare-choc pour connaître l'étendue des dégâts provoqués par le choc arrière. Donc là, maintenant que le pare-choc est enlevé, on peut voir que l'absorbeur a bien joué son rôle. Lui a absorbé le choc, mais a cassé. Mais ce qui fait que ça a protégé la tôle derrière. Donc là, du coup, il va falloir démonter cette pièce et la remplacer. Et du coup, c'est maintenant qu'on peut vérifier si tous les supports... Parce qu'en fait, c'est que des supports en plastique où le pare-choc vient s'emboîter dedans et après, on finit par des vis. Mais sinon, il y a beaucoup de plastique. Donc forcément, le moindre petit choc, ça casse tout, quoi. Mais du coup, là, il est bon à remplacer. Donc là, l'absorbeur est resté dessus parce que il a cassé. Donc ça, on enlève la vis. Donc comme ça, on garde le petit morceau. Comme ça, je vais faire la photo pour l'expert. Comme ça, il verra bien que tout est cassé et qu'il faut bien remplacer la pièce. En professionnel aguerri, Aurore fait le tour de toutes les pièces pour réaliser un inventaire complet des dommages. Donc là, comme ça permet de voir ce qui est abîmé derrière. Donc là, elle nous avait parlé de son capteur qui sonnait tout le temps. Donc c'est normal parce que le support est dessoudé. Donc du coup, il captait toujours quelque chose devant. Donc rien de grave. On va réparer le support et puis ce sera bon. On va quand même regarder que le capteur ne soit pas endommagé. Il n'a pas l'air marqué. Donc là, souvent, à l'œil, on voit s'ils sont abîmés. Là, il est juste un peu rayé, donc on pourra le repeindre. Donc rien de grave. Donc là, maintenant que le pare-choc est démonté et que je vois bien toutes les pièces endommagées, je vais faire ma liste de pièces. Comme ça, je commande mes pièces et je peux attaquer la réparation du pare-choc et du coffre.
la première étape de la réparation est terminée. Pour l'instant, pas de mauvaise surprise et le chantier est dans les temps. Mais pour avancer, Aurore doit encore trouver et commander les pièces à changer. Une mission pas si simple quand on sait que depuis la pandémie, les approvisionnements sont perturbés. Je m'appelle Sandra Rivière, j'ai 41 ans, je suis mariée, 3 enfants. Je suis gérante du garage et de formation mécanicienne poids lourd. Eh ben, va faire et puis quand c'est fait, on va déposer le véhicule. Chef, je fais comme tu dis, chef. D'accord, Allez, file. Ma passion vient de la course, du rallye raid, en tant que pilote. Donc moi je suis pilote en camion. Alors j'ai commencé le rallye, j'avais 31 ans. C'est en fait mon mari qui a vu le rallye des gazelles à la télé qui m'a dit bah, pourquoi tu ne ferais pas ça. J'ai décidé de me former à la mécanique poids lourd suite à un rallye où j'ai eu un camion qui était très mal préparé et du reste ça m'a valu un accident. On a ouvert le garage il y a 18 mois. Ah, j'ai le chef qui est content. Ah oui. Ah, c'est le moment de demander des augmentations. Voilà. Chantiers en particulier, ce sont des longs chantiers et moi c'est plutôt tout ce qui est moteur. Les préparations des 4x4, des véhicules pour le rallye. Tout ce qui sort un peu du commun, c'est en général moi qui m'en occupe. En termes de préparation, il est bien. C'est une fierté pour moi d'être mécanicienne et d'être gérante de ce garage. C'est beaucoup de travail, mais je suis très contente d'être là. Défi à venir pour Sandra, faire le prochain Paris-Dakar classique. Pour cela, elle doit préparer une Jeep de l'armée, un P4, un véhicule mythique de rallye qu'elle a acheté 7 000 € sur un site de vente sur Internet. Salut. Elle a 7 mois pour être prête avec un budget de 10 000 € hors main-d'œuvre. Dans le Morbihan, le 4x4 vient d'être livré. Il est temps de l'explorer de fond en comble pour déterminer les travaux à effectuer. La voiture est un modèle des années 90. En essayant de la ramener au garage, elle est tombée plusieurs fois en panne. Pour percer le mystère, Sandra va devoir entièrement l'examiner et donc déposer le moteur, notamment pour vérifier si la culasse est endommagée. Et l'opération commence par une vidange complète du véhicule. Donc, circuit de liquide de refroidissement, je vais desserrer le filtre à huile pour faire les appels d'air. Si Sandra, femme de militaire, se lance à corps perdu dans la restauration de ce P4, c'est que ce projet lui tient particulièrement à cœur. Ce P4, il est prévu pour faire le Dakar classique. Il y aura un équipage de militaires blessés de guerre qui va rouler avec ce véhicule-là. Donc il y aura un blessé psychologique et un blessé physique. Et nous, on sera en camion pour faire de l'assistance rapide. Habituée des rallyes aux 4 coins du monde, Sandra est une aventurière dans l'âme. Mais pour elle, le Dakar classique, c'est le Graal. Alors Dakar classique, c'est une épreuve avec des véhicules des premiers Dakar, des années 80. Le but, c'est de vivre l'aventure, quoi. Je vais les coller, celle-là. On se retrouve entre passionnés, de la vieille mécanique, voilà quoi. Un peu de nostalgie, je pense. Donc voilà, là j'ai enlevé les batteries et puis je vais aller vidanger boîte de vitesse, moteur et puis liquide de refroidissement. Donc là je vais lever le véhicule. C'est la première fois que Sandra met son P4 sur le pont. Non seulement elle va avoir une meilleure vision des organes vitaux du véhicule, mais elle va pouvoir aussi facilement vidanger. Donc là, je vidange la boîte de vitesse. C'est très important quand un véhicule part sur un rallye de lui changer les fluides. On lui met des fluides spécifiques par rapport aux températures. Et en plus de ça, on les sollicite énormément. Ils roulent entre 10, 12, voire 15 heures par jour. Donc il faut vraiment de l'huile spécifique. Le but est que sur le rallye, on ait le moins de mécanique à faire. Donc plus le véhicule est préparé, et moins on a de surprises. On en a toujours, mais on limite les surprises. Donc on vit mieux l'aventure.
Après la boîte de vitesse et le moteur, il ne reste plus qu'une vidange, celle du liquide de refroidissement qui est dans le radiateur. Et sur ce modèle de 4x4, il est bien protégé. Pour le vidanger, il faut que j'enlève le sabot de protection. Donc c'est une plaque de protection tout simplement, qui est faite sur mesure. Pour chaque véhicule, on met un sabot en fait quand on fait du franchissement comme on voit là. Eh bien on s'appuie sur cette plaque pour pouvoir passer, pour pouvoir aplatir quelque chose, ce qui évite de toucher le radiateur, de faire une fuite de liquide de refroidissement. Et puis là, le rallye c'est fini après. Pour retirer cet impressionnant sabot de métal, Sandra sort sa clé à choc. Mais la visserie, elle aussi, n'est plus toute jeune. Il faut que je bloque l'écrou derrière. En fait, quand on tourne, eh ben, l'écrou il tourne dans le vide, il faut le bloquer. Et ça, c'est quelque chose que je me méfie parce que ça peut embarquer les doigts. Et voilà. Le Dakar classique aura lieu dans 7 mois. Mais il faut qu'on prépare le véhicule avant, parce qu'après il y aura un rodage pour le moteur, puisqu'il va certainement être refait, puisqu'on refait toujours les moteurs pour pouvoir être tranquille de ce côté-là. Donc après il y a un temps de rodage d'à peu près 1000 km. Donc on ne le fait pas comme ça, quoi. Donc il faut du temps, donc c'est pour ça qu'en préparation, il ne faut pas traîner, quoi. C'est justement pour cette raison que le diagnostic d'aujourd'hui est très important. En effet, Sandra saura à la fin de la journée si ce P4 rentrera dans le budget de 10 000 € et si les réparations pourront être faites dans un délai de 7 mois. Le timing est très serré parce qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber en fait. Je vais peut-être la sécuriser pour pas qu'elle me tombe dessus. Parce que ça va rentrer dedans. Petite astuce, notre mécanicienne bloque cette lourde plaque de protection avec des clés à douille. Mais 2 protections valent mieux qu'une, car la plaque pèse une dizaine de kilos. Je vais le descendre un peu plus bas pour la tenir avec ma tête, comme ça il y aura moins de surprises. On va limiter les accidents, hein, tant qu'à faire. Vu qu'elle est sécurisée, elle ne me tombe pas dessus. Parce que ça pèse un poids. Hein. Après 30 minutes d'effort, Sandra peut enfin accéder au liquide de refroidissement en passant par le radiateur. Et voilà. Donc, il faut que j'enlève ce collier-là pour enlever la durite, parce que là, il est plein de liquide de refroidissement. Donc je vais le mettre le plus bas possible pour le mettre dans le bac. Parce qu'en général, ça éclabousse de partout. Et puis le liquide de refroidissement est un produit qui est très dangereux. Attention. En effet, le liquide de refroidissement contient de l'antigel, un produit particulièrement toxique, à manipuler avec précaution donc. Mais avant de l'évacuer, Sandra va devoir retirer la fameuse durite, qui elle est presque, comment dire, fossilisée. Oh, elle est bien collée. Il faut que je la bouge un peu, que je la tourne, puis à un moment donné elle va s'enlever. Mais elle bouge même pas. Pourquoi elle veut pas venir ? C'est pas vrai. Eh ben, un pauvre collier qui me retient. Ouf. On essaye avec un tournevis un petit peu. Bon, le risque, c'est d'abîmer la durite, mais bon, de toute manière, on la changera. C'est incroyable. Et ça va partir. Donc on voit... Les efforts de Sandra ont payé. Le liquide de refroidissement s'évacue. Voilà, quand on ne peut pas passer par la porte, on passe par la fenêtre. Hein. Voilà. Donc ça, c'est bon. Le circuit de liquide de refroidissement est vidangé. Donc je vais pouvoir passer au démontage du pare-choc, calandre, des 2 traverses pour accéder au radiateur. Donc là, après, j'enlèverai le radiateur pour faire la place, pour pouvoir sortir le moteur et la boîte de vitesse. En Bretagne, l'exploration de ce P4 hors d'âge ne fait que commencer. Prochaine étape, déposer le moteur pour savoir si la culasse est endommagée. Si c'est le cas, la facture risque d'atteindre des sommets.
Retour en Saône-et-Loire chez Aurore la carrossière. Une cliente est venue lui amener une voiture dont le pare-choc a été endommagé. Une mission assez courante en carrosserie. Depuis quelques heures, Aurore est à la recherche de cette pièce pour la remplacer. Carrosserie Couchoise, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va. Ça serait pour regarder pour des pièces pour une Clio. Le bas de pare-choc arrière. Ok. Et l'absorbeur de pare-choc arrière. Ouais, en plastique qui est fixé sur la jupe arrière. Eh ben parfait. Là, pour une fois, toutes les pièces sont en stock. Donc c'est rare parce que maintenant, les constructeurs n'ont plus de stock. Donc c'est pour ça que souvent, on se rabat sur des grossistes qui, eux, rachètent les stocks des constructeurs. Donc on a plus facilement des pièces chez des grossistes que chez les constructeurs, malheureusement. Donc, mais là, au moins, c'est là, je sais que je vais pas attendre 3 semaines pour avoir les pièces parce qu'ils les ont. Moi, j'aime pas attendre les pièces. Je veux dire, moi, quand moi j'ai fait mon job, que la voiture est réparée et que je peux pas la livrer juste parce qu'il manque 3 bouts de plastique, parce que ils sont incapables de fournir des pièces, ouais, je suis un peu frustrée quand même. Aujourd'hui, pas de frustration. Aurore sait qu'elle aura tous les éléments pour réparer la voiture. Sans perdre une seconde, elle s'attaque à la réparation du coffre avec la meuleuse à gomme. Donc là, j'ai enlevé le logo et la marque et maintenant, je vais pouvoir redresser le coffre. C'est cette bosse qu'Aurore va devoir faire disparaître. Pour commencer, c'est armé d'un marteau et d'une cale que notre carrossière va redresser l'arête. Une méthode à l'ancienne. Après, là, ça reste simple. Là, maintenant, il faut que je décape la peinture pour après retirer un peu au tire-clou, parce que ça, j'ai pas accès à cet endroit-là, à l'intérieur. Avant d'utiliser le tire-clou, Aurore va devoir mettre le métal à nu, avec une ponceuse munie d'un disque à lamelles. Une opération délicate, car il faut retirer la peinture sans attaquer la carrosserie. Là, je vais brancher le tire-clou. Le tire-clou en carrosserie, c'est un outil incontournable. Donc, il faut le brancher et sur l'électricité et sur l'air. Indispensable pour défroisser la tôle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un tire-clou. Donc en fait, ça va faire un petit point de soudure. Ça soude, donc là, il est collé. Et en fait, du coup, ça fait un petit point et ça a retiré la tôle à l'endroit où j'ai fait mon petit point de soudure. Donc là, quand je vais redresser cette zone-là avec le tire-clou, ça risque sûrement de retirer un petit peu trop. Donc une fois que ça sera ressorti, après avec le marteau, je pourrais venir planer pour ravoir la forme. Et après, on mettra un mastic de finition, un après, et ce sera bien. C'est maintenant que le marteau entre en scène. À manier avec la plus grande délicatesse, sous peine de faire des bosses supplémentaires. Il faut y aller doucement quand on dresse, parce que la tôle n'est pas aussi épaisse qu'avant. C'est un peu de la feuille à cigarette, donc si on voit à peine on tire... Aujourd'hui, les carrosseries automobiles ont en général une épaisseur de moins d'1 millimètre. Sur certaines réparations, il faut un peu sortir les bras, mais souvent sur tout ce qui est panneaux comme ça, de coffre, de capot ou de porte, il faut quand même y aller un peu doucement parce que ça a vite fait, on a vite fait au final de faire plus de dégâts que de réparer. Avec l'expérience, notre carrossière a développé ses propres petits trucs et astuces. Parce que du coup, quand on redresse, à force, on voit plus trop. On met des petits clous partout, on voit plus trop. Donc en fait, moi j'ai une petite technique, je cache. Je mets un coup de bombe. Donc je mets bien là où il y a mon redressage. Je laisse sécher et après je vais passer avec ma râpe. Et tous les endroits où la râpe porte pas et où ça restera noir, donc visuellement ça sera bien plus facile de voir les défauts, c'est qu'il y aura encore un creux, donc il faudra que je redresse à ces endroits-là. C'est bon, ça a séché. On va mettre un petit coup de râpe. Et maintenant, je vois plus nettement, du coup, toutes ces parties noires. Ça veut dire que quand ma râpe, elle passe, elle porte pas parce qu'il y a un creux. Donc on va mettre des petits clous dans tous les petits creux noirs, repasser la râpe, voilà, on va faire ça en plusieurs fois.
Et en effet, ce mouvement, Aurore va le répéter plus d'une centaine de fois pendant une demi-heure pour redresser cette partie d'à peine quelques centimètres carrés. Là, le redressage a l'air pas mal. Je vais redisquer un petit peu pour être sûr. Après, je vois qu'il y a une petite bosse là et une bosse là. Donc ça n'a rien à voir avec le choc. Mais moi, je me sens pas de peindre sur des bosses, donc je vais le faire. Et ça me prendra un petit quart d'heure. Et au moins, je peins sur quelque chose qui est nickel. Je vais pas, genre, j'ai réparé là et la bosse qui est là, elle n'est pas prise par l'assurance, je la fais pas. Une chose est sûre, notre carrossière qui aime le travail bien fait est dotée d'une solide conscience professionnelle. L'étape suivante est le ponçage, avant de passer à la peinture qui sera la touche finale. Là maintenant, soufflage, et puis je vais mettre un petit mastic de finition pour enlever les derniers petits défauts. Boucher les deux petites bosses là et ce sera bon. J'ai mon mastic, j'ai mon durcisseur, je mélange et après je traîne pas parce qu'avec les chaleurs, ça sèche vite. Pour cette opération, il faut que son geste soit sûr. Aurore a 10 minutes pour appliquer son mastic avant qu'il ne durcisse. Après c'est plus ou moins compliqué suivant les formes des éléments. Et bien sûr, au mieux il est posé, moins de temps on met après pour le poncer. Après le masticage, c'est à nouveau l'heure du ponçage pour retirer le surplus de mastic. Ah voilà, parfait. Elle va aussi en profiter pour poncer le pare-choc qu'elle a déjà mastiqué. Puis après, je finis toujours un petit peu à la main parce qu'il y a toujours des endroits où avec la ponceuse, on risque de déformer les angles. Là, par exemple, la ponceuse, elle ne peut pas aller jusque dans l'angle. Je ponce mes angles et après, direction la cabine pour la mise en après. Dernier petit coup de soufflette sur le pare-choc et le coffre arrière. Chez les carrossiers, la poussière, c'est l'ennemi numéro 1. Entrer dans une cabine de peinture, c'est comme pénétrer dans un bloc opératoire. Il ne faut aucune impureté car elle risquerait de venir se coller définitivement sur la peinture neuve. Maintenant, je vais cacher la voiture pour laisser apparaître que ce que j'ai besoin d'apprêter. Apprêter signifie appliquer une sous-couche. Pour cela, le rouleau de film plastique est indispensable. En fait, c'est une housse qui se déplie. Là, le but, c'est vraiment de protéger la carrosserie parce que quand on peint ou qu'on apprête, forcément, le produit ne reste pas que là où on voudrait et vole vraiment partout. Sinon, après, on va se retrouver avec des voitures mouchetées un peu de toutes les couleurs. Là, c'est vraiment quelque chose qui prend du temps, mais c'est vraiment indispensable de le faire si on veut faire du travail propre et pas passer 2 heures derrière à devoir nettoyer du brouillard qui aurait pu aller sur une vitre ou sur une portière. Après, voilà, ça, c'est ma façon de travailler. Après, voilà, chacun a sa méthode. Mais moi, je fais comme ça. Première étape, appliquer un après. Cette sous-couche qui permet une meilleure adhérence a aussi la propriété d'éviter à la peinture de s'écailler ou de fissurer. Et la peinture, Aurore la fabrique elle-même dans son laboratoire, avec une base, un durcisseur et un diluant. Il faut surtout bien mélanger pour que le durcisseur et le diluant se mélangent bien du coup à l'après et qu'on ait quelque chose, qu'on n'ait pas de grumeaux ou quelque chose qui sèche mal ou qui... Voilà, il faut toujours bien mélanger, bien racler les bords, que les 3 produits se mélangent correctement. Là, on a quelque chose d'uniforme. Donc maintenant, je mets mon après dans le filtre. Un filtrage qui va permettre d'éviter toutes les impuretés qui pourraient se retrouver sur la carrosserie. Direction la cabine maintenant. Avec un geste très régulier, Aurore applique la couche d'après sur la partie qui vient d'être poncée. Elle répète l'opération sur le pare-choc arrière.
45 minutes plus tard, après un léger ponçage, elle applique la touche finale, à savoir la peinture blanche. Fin de journée pour Aurore. La peinture va sécher toute la nuit. Demain, notre carrossière va pouvoir remonter les pièces flambant neuves sur le véhicule accidenté. « 8 h du matin à côté de Béziers. C'est le début de la journée pour Alicia, une mécanicienne voiture et son associé. Cela fait seulement 3 mois que leur garage vient d'ouvrir. Et pour attirer de nouveaux clients, les associés ont développé un service personnalisé. Ils offrent par exemple la possibilité aux clients d'aller chercher les voitures à domicile. C'est ce qu'a fait son associé. Là, c'est bon, tout droit, tout droit. On part vers là-bas. Ouais, voilà, c'est bon. C'est ensuite Alicia, la mécano, qui s'occupe de la partie mécanique. Alors là, je pars sur une révision complète de ce véhicule. Alors, une révision complète, c'est le changement de l'huile. Quand on change l'huile, on change le filtre à huile. Le filtre habitacle, pour que ça sente bon dans la voiture. Le filtre à air, pour que la voiture respire bien. Ce type de révision pour Alicia, c'est courant. Cela coûte entre 200 et 300 € et prend environ 1 h 45. Pour entretien complet, j'en fais régulièrement, je vais dire minimum 1 fois par semaine, j'en fais un. Donc un peu l'habitude. Et sur cette voiture, j'ai commencé à apprendre sur ces voitures-là. Donc normalement, ça va bien se passer. Je m'appelle Alicia Faucon, j'ai 26 ans, j'habite dans le sud de la France. J'exerce comme métier la mécanique automobile. Ma mère m'a transmis la passion de la mécanique parce qu'elle aime bien les voitures. Elle voulait faire ça, mais à son époque, c'était encore plus fermé pour les femmes. Et un jour, quand j'ai acheté ma voiture, j'ai eu un accident et je l'ai refaite moi-même. Voilà. Donc du coup, je me suis dit, bon, j'ai tout fait pendant 6 mois, j'ai réussi à apprendre sur le tas. Il va falloir que je passe mes diplômes et que je fasse moi-même. Du coup, là, je sais que je suis une grande fierté pour elle que je fasse le métier qu'elle n'a jamais pu faire. J'ai ouvert mon garage récemment en co-gérant avec Michel, un ami. Ça fait à peu près 3 mois qu'on est installé. On a voulu casser les codes, il fait du bureau parce qu'il ne connaît vraiment pas la mécanique. Et moi, je ne connais vraiment pas le côté bureau. Donc, je suis le mécano et il est la secrétaire. Chacun son rôle et les 2 rôles sont quand même bien faits, je pense. Donc, non, ça se passe super bien. Moi, je fais la discussion aux voitures et Michel fait la discussion aux clients. C'est un métier compliqué pour les femmes, surtout, j'allais dire, physique, parce qu'on doit forcer quand même un peu plus. Il y a des machines qui nous aident, mais elles ne font pas tout. Et c'est surtout moral que c'est compliqué. Je trouve qu'il faut montrer qu'on sait beaucoup plus, qu'il faut tout le temps prouver chaque jour. Et il y a des clients qui viennent et la première fois, ils ont du mal, ils ont peur. Et ils partent direct au bureau voir Michel. Et Michel dit, mais moi, je suis pas là pour ça, enfin, moi, je connais pas. Ils ont moins de facilité à faire confiance à une femme et c'est dommage. C'est un énorme challenge d'ouvrir son garage, vraiment, parce qu'on ne sait pas si ça va réellement marcher. On va mettre énormément d'argent pour ouvrir. Du coup, on ne sait pas trop quand c'est qu'on va être rentabilisé, quand c'est qu'on va pouvoir se payer. Mais je ne regrette pas. Des fois, c'est compliqué, mais bon, des fois, c'est super et nos clients nous le rendent bien. Pour effectuer la révision, la voiture doit être levée sur le pont, notamment pour la vidange. Ma mission, c'est enlever lui, petit bouchon, et il va me faire couler l'huile. Et le filtre à huile, il est là. Alors, en moyenne, je passe 1 heure par voiture. De base, déjà, dès qu'elle monte sur mon pont, j'aime bien tout vérifier. Je regarde un petit peu, comme ça, je sais que mon client il est en sécurité. Je fais les petits niveaux, je fais les pressions, je regarde un peu si tout va bien. Là, c'est la mission pour ne pas avoir de l'huile partout. Le plus important dans le bouchon, c'est de changer la bague en métal. Le petit joint en métal qu'il a. J'ai l'exemple parfait. Celle-là, en fait, elle a été serrée plusieurs fois. Donc, elle est un peu aplatie.
Et celle-là, elle n'a pas été serrée du tout. Donc elle est encore un petit peu ronde. Et ça fait l'étanchéité. Si je le change pas, ça risque de fuir un petit peu. C'est pas énorme, hein, c'est une petite fuite, mais je le change. Et voilà, comme ça, il a son petit joint tout neuf. Alors le filtre à huile, le but du jeu, c'est voilà, d'essayer de ne pas se salir au maximum. Je le laisse couler bien comme il faut, je nettoie tout autour et c'est reparti. Donc pendant que ça coule, je vais faire mes jeux de roue, savoir si de haut en bas, comme ça, et de droite à gauche, elle bouge. Elle bouge pas, j'écoute, je ne fais pas de bruit, je vérifie mes plaquettes de frein pour dire à ma cliente si il faut le faire ou pas. Ça sera à prévoir d'ici la prochaine fois. Et derrière, disques et plaquettes s'il y en a, là c'est des tambours. Donc les tambours, je regarde si ça suinte pas derrière, qu'il n'y ait pas une mini fuite. Les amortisseurs, s'il n'y a rien dedans, voilà, le réservoir, tout ça. Donc voilà, on est bien, c'est une bonne voiture. Le temps qu'Alicia fasse son inspection, l'huile moteur s'est totalement évacuée. Il est temps de passer à la suite. Je remets le filtre à huile serré à la main. Un peu d'huile, voilà. Les filtres à huile, je les serre à la main. En fait, ils se serrent automatiquement à force de rouler avec les vibrations et tout ça. Donc vraiment, un filtre à huile, il faut le serrer impérativement à la main. Si on le serre à la clé, on peut l'abîmer. Et en plus, pour le prochain, quand on va vouloir l'enlever, c'est impossible à enlever. On essuie. Voilà. Et on met petit bouchon. Voilà. Et le bouchon, on le bloque à peine avec la clé. Faut pas serrer à fond parce que sinon on peut casser le filetage. Et si on casse le filetage du bouchon, eh ben, il y a des fuites et on casse le carter. Et il faudra changer le carter. Je fais juste, hop, voilà, c'est fini. Vraiment pas serré. Voilà. Mon objectif, c'est de faire très attention aux voitures, donc de les rendre au plus propre possible, même si elles viennent sales. C'est quelque chose qui n'est pas prévu dans le tarif et dans la prestation, mais c'est important pour moi que le véhicule sorte de révision nickel. On n'aurait pas été obligé, mais moi j'aime bien. Un service personnalisé et des prestations complémentaires gratuites, c'est la stratégie d'Alicia pour se différencier des autres garages de la région. La révision touche à sa fin avec le changement du filtre d'habitacle. Voilà, il est comme ça et le nouveau comme ça. Voilà, ça change quand même. Petite touche personnelle d'Alicia pour cette prestation. Hop, petit parfum. Après le filtre à air pour l'habitacle, c'est au tour du filtre à air du moteur. Mais pour y accéder, Alicia doit retirer le couvercle de la boîte à air. Voilà. Sous le couvercle, le filtre usagé. Ça va, il reste correct. Un petit peu, mais ça va. Le nouveau filtre placé dans la boîte à air, Alicia n'a plus qu'à la replacer dans le bloc moteur. Voilà, ça ici, ça ici. On remet la petite vis. La révision est presque terminée. Allez, c'est parti. Il ne reste plus qu'à remettre de l'huile dans le moteur et vérifier, grâce à la jauge, le bon niveau de remplissage du carter. Je crois qu'on est bon, hein? Dernière touche personnelle. À grand renfort de produits lustrants et nettoyants, Alicia fait briller le moteur. Pour notre passionné, c'est une manière de respecter à la fois ses clients et la mécanique. Les clients, la première fois qu'ils viennent, c'est compliqué d'instaurer une confiance. Et quand la voiture ressort clean et plus en panne, bien comme il faut, la deuxième fois, ils reviennent les yeux fermés. Bon voilà, elle est terminée. Toute la vidange, tous les filtres, c'est nickel. Elle est repartie pour 15 000 km. Et là, on va aller la ramener au client parce que c'est une prestation où on va la chercher et on la ramène. Donc voilà. Sur le trajet, notre mécanicienne va pouvoir tester sur route le véhicule qu'elle vient de réviser.
Ce service très personnalisé, c'est une manière habile de se constituer rapidement une clientèle nombreuse et fidèle, car pour ce garage ouvert il y a 3 mois, fidéliser ses clients, c'est une question de survie. C'est à Nice que se trouve le dépôt de Mathilde, une dépanneuse. Son planning est géré par son dispatcher. C'est lui qui est contacté par les automobilistes qui ont besoin d'être dépannés et qui envoie ensuite Mathilde en intervention. Là, on va aller sur un dépannage à l'autre bout de la ville. Pour cette intervention, Mathilde doit traverser la ville. Comme tous les dépanneurs, elle a très peu de temps pour intervenir. Car le premier objectif d'un dépannage est de dégager au plus vite le passage où les véhicules sont en panne. Et bonjour, allez. On va s'y mettre directement de l'avant. Mathilde a repéré l'utilitaire en panne coincé entre 2 voitures. Elle doit intervenir par l'avant. Elle commence par positionner son véhicule au plus près, sans accrocher les autres voitures garées sur ce parking. Allez. Et bonsoir alors. Moi c'est Mathilde, j'ai 27 ans et j'habite à Nice. Je suis dépanneuse remorqueuse et je fais ce métier depuis un petit peu plus de 2 ans, totalement par passion. Moi, j'ai fait 10 ans de restauration et j'avais un ami d'enfance qui faisait ce métier. Et il passait avec ses camions orange, c'était magnifique. Je montais avec lui et ça me plaisait vachement, ce truc d'aider les gens, de l'adrénaline, de pousser ses limites. Et voilà, c'est lui qui m'a donné ces petits grains de passion. Mais c'est un métier fabuleux, c'est un métier fabuleux. T'apprends tous les jours, t'es dans la connaissance, t'es dans le pourquoi école, le savoir, le dépassement, c'est merveilleux. Une vraie passion. Le milieu du dépannage a été vachement fermé aux femmes. Ça va les gars? Ça va, ça va. Et donc j'ai mis 2 bonnes années avant d'y rentrer. En dépanneuse automobile, je suis la seule de la région et on est moins d'une 60aine en France. Tous les jours, on a de la difficulté. Le tout, c'est juste de la surmonter et de se servir de sa tête. Moi, ce que je ne peux pas porter avec ma force du haut de mes 50 petits kilos, je vais le porter avec ma tête. Et je vais tout de même le porter. Tout le long, j'ai la goutte, je réfléchis, machin, truc. Une fois que je remonte, que c'est dépanné et que je repars, j'ai le smile dans mon 4x4. Je suis contente, je suis satisfaite. J'ai fait quelque chose que j'aurais jamais cru être capable de faire. C'est magnifique. Et ça, ça n'a pas de prix quand on est passionné. Je regarde l'étendue des dégâts et d'où ça peut provenir. Si on a le carter ou pas qui a été touché. Non, donc déjà le carter il va bien. Et je préfère regarder qu'on ne se soit pas pris une pierre en dessous, que c'est tapé le carter, qu'on ait le carter éclaté. Pas de panne en vue, mais Mathilde ne prend pas le risque d'aggraver les choses en mettant le moteur en marche. Lâchez. Je vais l'emmener à mon dépôt, d'accord, qui se trouve au boulevard des Jardiniers de l'autre côté de Nice. Vous allez appeler votre garagiste demain matin. Vous allez leur dire que le véhicule, il est parti avec la dépanneuse, savoir s'il a de la disponibilité. S'il vous dit oui, vous rappelez votre assurance, vous leur donnez le nom et l'adresse du garage. Non, comment vous la ramenez directement là-bas? Non, la procédure, en fait, c'est je la ramène là et demain, on la ramène au garage quand le garage est ouvert, contre les clés, une petite signature et tout ce qui va bien avec. On est bon? Allez. Donc là, on va charger. C'est grâce à cette grosse fourche métallique qu'elle va remorquer le véhicule en panne. Ça s'appelle un panier. Donc avec mon panier, hop, je choisis la largeur des roues. J'enlève ça pour l'épaisseur des roues.
Du coup, vu que le véhicule il est non roulant, c'est moi qui vais aller l'attraper, c'est pas lui qui va me monter dessus. Voilà. Attention. Opération délicate. Il faut aligner parfaitement la dépanneuse face au véhicule. Et tout ça en marche arrière. Allez. Alors là, je vais bloquer les roues. On va le soulever. Je joue bien avec tout. Je regarde qu'il y ait bien la hauteur en dessous, qu'on n'abîme pas le châssis, le véhicule, le carter. Et maintenant, on va sangler tout ça. Roue par roue. Pour être bien plus sécure. Il ne peut plus rien se passer. Sans perdre une seconde, Mathilde repart avec ce véhicule utilitaire quasiment aussi imposant que sa dépanneuse. Ça, c'est les véhicules les plus gros et les plus lourds en moyenne qu'on puisse prendre. On doit être à 2 tonnes 5, 2 tonnes 8. Ils poussent derrière. Des fois, on a des utilitaires. C'est des mecs qui rentrent du chantier, et il est super chargé, on leur demande de le décharger, sinon on ne peut pas prendre le véhicule. Ça devient trop dangereux pour nous, on n'a plus de direction, on n'a pas assez de contrôle sur les freins. Ce serait trop dangereux par rapport à mon véhicule. Demain, on la ramènera au garage. Allez. En un rien de temps, Mathilde désangle les roues, descend le véhicule et le gare à bout de bras. Et voilà, c'est déchargé. Et maintenant, je vais appeler mon dispatcher pour lui prévenir que c'est fini. Savoir s'il y a autre chose derrière. Dans une journée normale, hors départ en vacances, Mathilde a en moyenne 10 dépannages par jour. Un peu moins quand elle est d'astreinte la nuit. D'ailleurs, sa mission à peine terminée, elle repart déjà en intervention. Ce matin, en Saône-et-Loire, Aurore, la carrossière, a un planning bien chargé. La veille, elle a terminé de peindre le pare-choc accidenté d'une voiture blanche. Aujourd'hui, c'est la dernière étape de cette réparation, le remontage. Donc le pare-choc est peint, le coffre aussi. Maintenant, place au remontage. Une étape qui prend à peu près 2 heures. Le remontage commence par cette grosse pièce qui s'appelle un absorbeur. Une traverse qui sert à absorber les chocs et qui s'était brisée lors de l'accident en jouant parfaitement son rôle. Ça fait un peu fusible. C'est ça qui casse plutôt que de tendre derrière. Après, suivant l'intensité du choc, toujours pas. Donc, du coup, ça c'est bon. On va mettre les petits réflecteurs sur le pare-choc. Et on est bon pour mettre le pare-choc sur la voiture. Avant de remonter le pare-choc, il faut bien vérifier les différents branchements. Après, faut pas oublier de brancher, sinon ça ne sert pas à grand-chose. Avant de fixer définitivement le pare-choc, notre carrossière doit s'assurer que les pièces s'emboîtent parfaitement. Quand on ferme, toujours contrôler tous les ajustements, donc tous les jeux qui sont là, entre les feux, entre le pare-choc. Parce que forcément, si on a un écart comme ça d'un côté et que c'est touché de l'autre, c'est pas propre. Donc là, on voit comme ça, quand c'est monté, tout est bien aligné. On voit bien que le jour... Après, voilà, il fait quand même relativement chaud. La voiture était en chauffe dans la cabine pour sécher. Le pare-choc, lui, était en chauffe sur un tréteau, donc il se déforme un petit peu. Donc des fois, voilà, c'est un petit peu plus compliqué de le remettre à sa place. Mais après, une fois que c'est lourd, on n'a plus qu'à mettre toutes les vis. Après ça reste des modèles, les Clio, ça reste des modèles qu'on fait régulièrement, donc on sait qui va où. Ça se remonte assez bien. C'est donc presque les yeux fermés qu'Aurore, du haut de ses 10 ans d'expérience, remonte les différents accessoires.
Après, le but, c'est de plus avoir de vis dans la boîte. C'est qu'on a bien travaillé. Honnêtement, ça m'arrive vraiment rarement d'avoir une vis ou quelque chose qui reste dans la boîte. Et même si ça vient arriver, je vais chercher où elle va. Ça, c'est quelque chose auquel je fais vraiment super attention. Moi, la première, si j'emmène ma voiture au garage, j'ai pas envie qu'elle soit remontée avec 3 vis sur 10. Quoi. Après, des fois, il peut rester des vis dans la boîte parce que les vis étaient abîmées et qu'on a préféré les remplacer. Mais il faut pas qu'il en reste parce qu'on est obligé de les mettre. Quoi. Ça, c'est interdit. Dernière étape délicate, replacer le monogramme. Là, j'ai déjà tracé pour pouvoir remettre après le monogramme. Parce que forcément, quand on reçoit les monogrammes, on a juste le petit scotch avec le modèle de la voiture, mais il faut se débrouiller avec ça. Donc si on ne mesure pas, ça c'est vite collé de travers. Donc ça fait pas terrible. Donc c'est là qu'il ne faut pas se louper. Ces trucs-là, une fois qu'ils sont collés, on ne peut pas les enlever. Si on les enlève, ils sont foutus. On ne peut pas récupérer. Et voilà. Un timing parfait. Après 2 jours immobilisés, la cliente au volant de la voiture de prêt peut venir chercher sa voiture. Tu vas ramener la voiture. Ah, impeccable. Et ben tiens, on va aller voir la tienne du coup. Ouais. La cliente va découvrir sa voiture réparée. Rappelez-vous, elle était sérieusement endommagée à l'arrière. Donc voilà. Eh ben c'est super. Donc du coup tout le coffre a été refait, le pare-choc. La partie du bas a été changée parce qu'elle est abîmée. Le plastique noir? Le plastique noir. Ouais. Et derrière, même principe, il y a une traverse en plastique qui a été remplacée également. D'accord. Et radar de recul pareil, non mais c'est tout neuf. C'est parfait. Je suis satisfaite. La voiture a été faite largement dans les temps qu'Aurore m'avait dit. Le travail est parfait, donc je suis contente. Eh ben merci, bonne fin de journée. Merci. Salut. Coût de l'opération, 1 666 €. Pris en charge en partie par les assurances. Pour Aurore, ce type de réparation est très courante et constitue la plus grosse partie de son chiffre d'affaires. Mais certains chantiers sont plus rares et demandent des compétences très spécifiques. Direction Nice, où nous retrouvons Mathilde, notre dépanneuse. La jeune femme de 27 ans s'est prise de passion pour cette profession qu'elle a intégrée il y a seulement 2 ans. Son but, dépanner un maximum le client sur place pour lui permettre de repartir sans avoir à remorquer son véhicule au garage le plus proche. Alors là, j'étais appelé sur un 4x4 en sous-sol à l'aéroport qui ne démarre pas, donc j'espère que ce soit la batterie. Arrivée sur les lieux, Mathilde pense identifier directement la panne. Ce gros SUV refuse de démarrer, la batterie n'étant pas assez chargée, a priori. C'est la batterie qui nous claque. Il lui restait assez pour ouvrir. Sur le papier, une intervention des plus simples que Mathilde peut réaliser à l'aide de cette machine. Un booster. Un booster, ça envoie suffisamment d'énergie au moteur pour le démarrer. Raté, ce SUV haut de gamme, bourré d'électronique, a besoin de plus de jus pour lancer la machinerie. Au grand mot, les grands remèdes, Mathilde décide de relier la batterie à son camion pour donner plus de courant. Je vais mettre le 4x4 devant et je vais mettre les gros câbles déjà. Toujours pas d'allumage. Le problème n'est pas un problème électrique. Mathilde continue à chercher et finit par trouver. Je pense qu'on est plutôt sur le démarreur collé, monsieur. Le démarreur collé, une image bien connue dans le jargon mécanique. Comme son nom l'indique, le démarreur met en marche le moteur. Via un circuit électrique, il actionne une roue dentelée qui elle-même fait tourner le volant moteur pour amorcer la mise en route du bloc moteur. C'est en quelque sorte le descendant de la manivelle. Dans le cas d'un démarreur collé, on parle en réalité des charbons, des petites pièces métalliques mobiles qui font office de relais électrique à l'intérieur du démarreur. Avec le temps, l'usure et le dépôt de poussière, ces petites pièces peuvent s'immobiliser et ne plus assurer le contact nécessaire pour laisser passer l'électricité. Une panne tout à fait anodine et qui peut se régler de la plus simple des manières, taper dessus pour décoller les charbons. Une fois la panne identifiée, Mathilde tente avec un moyen simple de relancer la machinerie. Encore faut-il avoir accès à cette pièce pour pouvoir taper dessus, ce qui ne semble pas facile sur ce SUV. Ça m'énerve. C'est juste le démarreur.
Si j'arrive juste à avoir un accès pour le taper, on est bon. Mais impossible, faute de place, d'accéder au démarreur. Oui, alors là, il va aller au dépôt de votre véhicule, parce que les garages sont fermés de toute façon le samedi. Lundi matin, exactement, on l'amènera là-bas. Ouais, c'est le démarreur qui a collé et j'arrive pas à y accéder pour le décoller, donc chariot et... Ok, à toutes. Faute d'outils adéquats sur place, Mathilde doit remorquer le véhicule et se rendre au dépôt. Voilà, des dépannages comme ça, j'aime pas, parce que c'est en soi, c'est un démarreur. Mais en boîte auto, je peux pas le pousser pour le démarrer. Et je n'arrive pas à accéder au démarreur pour pouvoir décoller les charbons. Donc l'un dans l'autre, je peux rien y faire pour une petite panne et je suis obligé de remorquer monsieur. Donc non, pas de satisfaction extrême sur ce dépannage. Ce sera donc direction le dépôt pour ce lourd SUV. Et comme une galère n'arrive jamais seule, ce véhicule haut de gamme est équipé de 4 roues motrices. Mathilde ne pourra le remorquer que lorsque les 4 roues ne toucheront plus le sol. Et voilà les fameux chariots de 50 kg. N'étant pas équipée d'un plateau, la jeune dépanneuse doit installer sous les roues arrière ces énormes chariots qui pèsent 50 kg chacun. Dans le jargon, on les appelle les Gojak. Ça, c'est un des trucs pas les plus chiants à mettre, mais les plus compliqués parce que c'est assez lourd. Beaucoup de dépanneurs refusent de les mettre. Au final, ça fait bien le job. Parce que je suis obligé de mettre les chariots, parce que c'est un 4 roues motrices. Du coup, 4 roues motrices, il est obligé d'être tracté soit par les 4 roues, soit par aucune roue. Donc on lève tout et on soulage les roues arrière, on soulage les roues avant et on sangle tout pour que tout bien reste attaché. En effet, sur un véhicule doté de 4 roues motrices, les 4 roues tournent en même temps et ne peuvent être dissociées. Si Mathilde force, elle casse la boîte de transfert ainsi que la boîte de vitesse. Ça, je vous fais signer un petit document. Ce sera donc retour au dépôt pour ce véhicule, dont le propriétaire devra faire réparer la panne directement par un garagiste. Alors, voilà, j'ai rangé les chariots qui font un peu plus de 50 kg. Donc un peu plus de mon poids. On est tout bon. Chariot rangé. On va remballer tout ça. Et on va prendre la prochaine mission. En Bretagne, Sandra, la préparatrice de Rallye 4x4, poursuit son diagnostic sur une ancienne Jeep de l'armée réformée avec laquelle elle espère participer au prochain Dakar Classique en janvier 2023. Après l'avoir entièrement vidangé, Sandra suspecte un problème de joint de culasse dans le moteur. Mais pour en être sûre, il faut démonter. Le but, c'est de se faire de la place tout autour du moteur pour pouvoir l'enlever tranquillement, quoi, sans abîmer quoi que ce soit. Parce que quand on fait une dépose moteur-boîte, le risque, c'est d'arracher quelque chose. Et ça fait encore des pannes en plus. Donc on va éviter. Donc voilà, je vais commencer par le pare-choc. Ce que j'apprécie le plus, c'est tout ce qui va être dans le détail. Donc là, je vais prendre le temps de faire les choses correctement. On me dit un peu perfectionniste. C'est pour ça que je ne peux pas faire les véhicules clients parce que là, je perdrais trop de temps. L'accès est compliqué. Problème de ces vieux véhicules, la rouille. La difficulté, c'est que les choses sont grippées par l'usure. Le manque d'entretien, ça a été mal stocké. Mais bon, on essaye de s'adapter, trouver des solutions, des passages. À ce rythme-là,
Il n'a pas sorti de l'auberge. Finalement, avec un peu de patience et d'huile de coude, le pare-choc est sorti. Et voilà, petit pépère. Alors, maintenant qu'on a de la place, on va enlever la calandre. En général, on a toujours des surprises. Là, on voit le dessus de l'iceberg. On voit pas ce qu'il y a dessous. Alors, on voit que c'est un véhicule qui a déjà été bricolé parce que déjà, on voit que c'est pas les mêmes vis. Hop là. La calandre est retirée. Ce P4 va peu à peu révéler ses secrets. Espérons pour Sandra qu'il n'ait pas de problème de joint de culasse comme elle le redoute. Car dans 7 mois, ce 4x4 est censé être sur la ligne de départ du mythique Dakar Classique. Pour connaître l'état du moteur, Sandra poursuit son démontage avec comme prochain objectif de retirer le radiateur. Plus facile à dire qu'à faire. Je vais le coller. Qu'est-ce que c'est que ça? Normalement, il doit venir. Ah oui. En fait, c'est la longueur des vis. Il faut que je lève assez haut pour que les vis s'enlèvent. Mais le souci que j'ai, c'est aussi le ventilateur. Donc là, on voit bien, ça bloque ici. Donc peut-être que... Non, ça veut pas. Je vais pas forcer. Parce que ça, c'est quand même des éléments qui sont assez fragiles. En maniant avec précaution sa clé à choc, Sandra retire 2 éléments supplémentaires pour faire un peu plus de place au radiateur. Hop là. Et là, il est libéré, là. Le vidanger en même temps. En enlevant le radiateur, et voilà, le PPI. Sandra devrait avoir une bien meilleure vision du bloc moteur. Ah bon, on y voit plus clair. Il manque une courroie. La courroie de la pompe à eau. Et quand je vois la couleur de l'échappement, j'ai peur pour la culasse. Sandra a raison d'avoir peur. Sans pompe à eau, pas de refroidissement de la culasse. Donc, surchauffe, le métal va travailler et même se fendre. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ouh là là! Il y a une vis de culasse qui est pas bien serrée, là. Il y a un gros problème, là. Parce qu'une vis de culasse qui n'est pas serrée correctement, ben, ça a chauffé. Sous l'effet de la chaleur, le métal s'est dilaté. Certaines vis n'ont pas résisté à la pression. Résultat, elles se sont desserrées. Ce qui a certainement occasionné une fuite au niveau des joints et donc entraîné de graves dégâts dans la culasse. Dans ce cas, une seule solution, l'envoyer chez un spécialiste pour l'éprouver. Éprouver une culasse, c'est voir si elle n'a pas des fissures à l'intérieur de la culasse. Tout dépend comment elle est fissurée, ils peuvent la réparer. Mais si c'est trop fissuré, il faut changer carrément la culasse. Et là, c'est un autre chantier. Donc déjà là, ça fait un peu beaucoup sur ce véhicule. Je commence à m'inquiéter, sérieusement. Afin d'avoir une meilleure vision de cette culasse de plus en plus suspecte, Sandra retire la boîte à air. Malheureusement, les inquiétudes de Sandra s'avèrent légitimes. Aïe, 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 aïe. Donc ça confirme bien. Hein. Donc là, on voit le changement de couleur de tout l'échappement. Ce qui signifie qu'il a chauffé. Donc le liquide de refroidissement a chauffé. Et ce qui veut dire que la culasse a peut-être des fissures internes. Donc il va falloir qu'on la fasse éprouver. Si à chaque fois qu'on enlève un élément, on a une surprise, je sais pas. Là, ça me fait vraiment peur. Pour rénover ce véhicule, Sandra dispose d'un budget de 10 000 €. Oui. Avec les mauvaises surprises à répétition, son budget fond comme neige au soleil. Alors son rêve de rallye dans le désert va-t-il être réduit en poussière?
Le pire, c'est que ce 4x4 maudit n'était pas son premier choix. Le problème, c'est qu'on n'a eu que celui-là. On était sur un autre P4, mais on n'a pas réussi à l'avoir. Le P4 rouge aurait été beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Mais bon, on n'a pas réussi à l'avoir. Voilà. Bon. Effectivement, sur ce P4, acheté 7 000 €, tout est à refaire. Rénover le moteur, changer les durites, remplacer les courroies, mettre des joints neufs, changer la chaîne de distribution, installer de nouvelles suspensions, réviser le système de freinage, acheter des pneus neufs et adaptés. La facture avoisine donc les 7 000 €. Encore une mauvaise surprise et le Dakar risque d'être compromis. Mais qu'est-ce que je vois là? Ah ben voilà. Alors le problème, c'est que ça n'a pas été fixé correctement, la gaine. Le câble de la batterie, il est dans une gaine. Le problème, c'est que là, la gaine, elle était contre la culasse du moteur. Et ça a brûlé. Ben là, va falloir vérifier le faisceau électrique. Bon, ça se rajoute à la liste. Oh, fada. Bon. Pour Sandra, c'est le coup de grâce. Refaire la totalité du faisceau électrique est un travail de titan qui nécessite des heures de main-d'œuvre et alourdit terriblement la facture. Heureusement, l'équipe de Sandra est sur le coup et a une bonne nouvelle à lui annoncer. Alors, comment que c'est, chef? Moi, c'est la culasse qui me fait peur. Bah, dépêche-toi, il faut libérer le pont pour ce soir. Ah, pour ce soir, mais pourquoi? Là, je voulais le finir demain. Parce qu'il y a le P4 rouge qui arrive demain. Le P4 rouge? Ouais, on l'a eu. C'est vrai? Ouais. Oh. C'est réglé. Il arrive demain. Ah, punaise. Mais c'est une bonne nouvelle, ça. L'équipe a fini par obtenir aux enchères le P4 rouge qui était le premier choix de Sandra. Ah ben, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Avec les problèmes constatés lors du démontage, pour rénover ce P4, Sandra aurait largement explosé son budget. Elle le réparera plus tard afin de le proposer à la location dans des rallyes classiques. L'urgence, c'est donc maintenant de laisser la place au nouveau P4 rouge qui arrive dès demain. Sera-t-il cette fois à la hauteur des attentes de Sandra? Ouais, je ferai pas plus, je te laisse un âne mort.